Merci à tous les panélistes pour avoir s'être prêtés au jeu des échanges. On va tranquillement aller vers la deuxième séquence de cet après-midi, qui est aussi un format table ronde et un format panel qui sera modéré par mon collègue Thibaut Soyez. Mais avant, je vais faire un petit peu de publicité. Ça vous laissera le temps peut-être de vous étirer un petit peu pour garder un peu d'énergie pour les prochaines discussions. Une page de publicité parce que le sujet du financement, de la transformation, le financement des innovations, c'est quelque chose dont on va parler à la Fondation FEM dans les prochaines semaines. On a fait dans le cadre de ce projet Prétag des travaux, des recherches avec Antonia Alcantara qui est dans la salle sur la question du financement privé de la transformation et de la transition. Donc suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous sur les différentes plateformes que vous connaissez bien pour avoir ces informations et les résultats de ces travaux et de ces études. Donc là, on a essayé de répondre à votre question ou à vos questions sur le comment on mobilise, comment on organise. Maintenant, il y a un sujet qui a été pointé du doigt par notamment Denis sur le réglementaire et donc sur la place des politiques publiques. Donc ce n'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question d'accompagnement. Et en tant que fondation, et vous avez l'habitude de voir aussi comment à la fondation on gère ces sujets-là, quelle est la place des politiques publiques françaises, européennes, nationales, internationales sur ces différents sujets. Donc je vais accueillir mon collègue Thibaut. Le temps qu'il s'installe, je vais vous présenter aussi les intervenants qui vont participer à cette séquence et à cette table ronde. Donc il y a Sarah Brunel qui est responsable de l'unité de la mise en œuvre et de facilitation au secrétariat de la Convention internationale de protection des végétaux auprès de la FAO. Édouard Lehmann, qui est directeur du département de recherche et développement du COLID, qui est une association basée à Bruxelles et qui rassemble un grand nombre d'entreprises agro, d'organismes professionnels et d'experts qui fournissent à leurs membres de l'assistance technique et de l'accompagnement sur les questions réglementaires. Et donc, il sera question de réglementation. Absa, qui me rejoint sur la droite. Absa Mbodj, qui est responsable de projet responsable de la gestion des ressources naturelles chez Enda Pronat et au Sénégal et qui est rattaché à la DITAES qu'elle vous présentera. Et Ludovic Temple, qui nous a rejoint aussi, qui a été impliqué dans le cadre du projet de l'initiative Prétag et qui est chercheur au CIRAD et spécialiste des questions de politique publique et d'innovation liées à l'agroécologie. Thibaut, je t'en prie. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous d'être présents avec nous cet après-midi. Nous entamons donc la troisième et dernière séquence de la journée, séquence qui va explorer le rôle des politiques publiques et des outils dont elles disposent pour accompagner les producteurs vers des pratiques de protection des cultures plus durables. Nous allons interroger ici l'équilibre entre incitation et contraintes réglementaires dans les dispositifs d'appui à la transition et nous questionnerons aussi, à titre d'exemple, l'impact de la législation européenne sur les choix techniques et économiques des producteurs à l'international. Donc, lors de la précédente séquence, nous avons bien compris que le producteur ne pouvait pas seul porter le risque et le poids de la transition. Il doit être accompagné par les acteurs de la filière, certes, mais pas que. Les États ont encore certainement un rôle à jouer dans le processus de transition. Nous allons nous demander s'ils sont indispensables et surtout comment ils peuvent participer à ces transformations vers une intensification durable, en particulier dans les pays du Sud. L'objectif ici est donc de comprendre comment les cadres réglementaires peuvent devenir des moteurs du changement ou à l'inverse, sont-ils devenus des contraintes structurelles pour le passage à l'échelle des transitions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous pose une première question, Absa. Vous êtes donc chargé de projet à l'Enda Pronat, dont la raison d'être depuis les années 80, c'est justement la promotion d'une agriculture libre de tout produit de synthèse. Alors, deux questions en une. La première, c'est comment est-ce que vous réagissez aux propos qui ont été tenus sur la dernière séquence et comment l'Enda Pronat et la DITAES finalement s'intègrent dans son écosystème institutionnel. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Thibaut pour la question et merci pour l'invitation. Donc, merci pour les deux questions. Donc, par rapport au panel, je pense que les synthèses ont vraiment ramassé le fil conducteur de cette journée en termes de discussion. Dès l'introduction, on a beaucoup parlé d'agir collectivement
de pouvoir créer ces collaborations-là. Et au fil de cette discussion, il y avait toute cette relation de la collaboration des savoirs pour pouvoir justement proposer des alternatives à la transition. Donc, je pense que c'est des alternatives de transition. Donc, je pense que c'est un des points sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi durant cette session. Alors, pour revenir à ENDA et la DITAES, comme introduit, ENDA Pronat, donc qui signifie Environnement, Développement, Action pour la protection naturelle des terroirs, et une ONG sénégalaise qui effectivement est née suite à une étude sur les pesticides publiée en 1982 par les chercheurs sénégalais Abou Cham et canadiens Paul Germain, donc qui faisait un peu l'état des lieux sur les pesticides comme danger pour l'agriculture sénégalaise. Et donc, sur l'approche de travail, justement, ENDA Pronat a compris dès ses débuts qu'il y avait un besoin déjà dans les années 82, de pouvoir travailler à faire un état des lieux complémentaire sur le terrain en termes d'impact des pesticides, en tout cas, ou d'effets, de pouvoir augmenter, de recruter le nombre de personnes et d'organisations intéressées sur ces questions-là pour justement avoir une masse critique à travers des sensibilisations, de la formation ou autre. Mais je pense surtout, ce qui fait un peu la particularité, c'est cette notion qu'on appelle la culture des alliances au niveau de ENDA, à travers le partenariat multi-acteurs. Donc, quand on dit culture des alliances à travers le partenariat multi-acteurs, ça rejoint également les discussions de ce précédent panel et de celles qui ont précédé toute la journée, qui disent et qui établissent que la question finalement de l'agriculture, de la transition, n'est pas l'affaire d'un seul type d'acteur, c'est l'affaire de tous. Et donc, dans cette question de partenariat multi-acteurs et de culture des alliances, déjà, il y a eu un premier travail de fait à travers les acteurs au niveau communautaire afin de pouvoir fédérer des synergies d'action pour pouvoir avoir un impact plus fort. Et donc, dans cette logique-là, il y a eu plusieurs résultats concrets, notamment la création ou bien l'accompagnement à la création aujourd'hui de fédérations de producteurs sur le bio, sur le coton bio ou encore sur des questions agro-pasteurs. Mais c'est cette réflexion et cette culture des alliances qui, au fur et à mesure des années, ont fait qu'on a eu une approche qui s'est élargie. Donc, on s'est dit, OK, c'est bien de travailler avec les organisations de producteurs. Maintenant, il faut beaucoup plus travailler avec la recherche pour produire des évidences concrètes, avoir des solutions co-construites aussi avec les acteurs locaux et les connaissances endogènes. Puis voilà, il faut avoir des acteurs du secteur privé. Et donc, ce conglomérat d'acteurs sur le temps, parce que je précise que c'était en 82, donc a conduit ENDA Pronat à travailler à l'émergence de la DITAES, qui est la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, qui est un réseau d'acteurs, une plateforme multi-acteurs qui regroupe aujourd'hui 95 organisations diverses, que ce soit des OP, des privés, des élus, vraiment un conglomérat d'acteurs qui sont fédérés depuis 2019 pour promouvoir l'agroécologie, que ce soit par l'accompagnement des territoires en transition, le dialogue politique ou encore le plaidoyer. Merci beaucoup, Absa. Une question qui va un petit peu dans le même sens pour vous, Édouard Lehmann. Donc vous travaillez au COLID. Peut-être en quelques mots nous expliquer quelles sont les missions du COLID, et puis savoir comment donc vos adhérents sont accompagnés par les acheteurs européens, par les acteurs de la distribution, de la transformation. Alors merci. Alors donc oui, comme tu l'as dit Thibaut, donc moi c'est Édouard Lehmann, je suis responsable du département recherche et innovation au COLID. Le COLID en fait c'est une association à but non lucratif issue du secteur privé. En fait à la base il y a 50 ans maintenant, c'était une réunion entre les importateurs d'Europe et les exportateurs des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. Principalement notamment pour suivre la conformité aux changements réglementaires du marché européen. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un enjeu ici à finalement partager les connaissances, s'aider à se mettre à niveau et aussi finalement à faire valoir leur voix pour une certaine cohérence au niveau des politiques internationales.
Alors au niveau du COLID, nous on a plusieurs programmes que l'on met en œuvre qui visent à accompagner toutes les petites et moyennes entreprises à l'accès au marché. Donc maintenant, au départ, on était fort orienté sur les pesticides. Aujourd'hui, on l'a vu, on s'engage de plus en plus sur des dimensions qui sont aussi sociales et environnementales. Donc on a évolué avec ça. Mais si on revient plutôt sur la partie qu'on mentionne aujourd'hui des réglementations, on a ce programme Agrinfo, qui est un programme d'information qui vise à donner en temps réel les changements réglementaires. Et si je me ressens sur la question où tu disais par rapport au lien avec notamment, on va dire la partie grande distribution et comment elle peut impacter nos partenaires bénéficiaires, cette partie-là, en fait, on se rend compte que la grande distribution, c'est un peu le chef de file. Donc, la première chose, comme c'est arrivé au niveau du COLID avec les importateurs, il y a une première étape qui est un partage de connaissances et de savoir, notamment quand on est basé, par exemple, en Europe. On est en directement avec la connexion avec le marché, et donc la premier maillon, c'est vraiment de l'assistance technique. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance que pour s'adapter aux nouvelles réglementations, on en a parlé toute la journée, c'est une transition. Donc, il faut donner du temps. Il faut aider à finalement l'investissement dans l'innovation. Et puis aussi, il faut permettre de faciliter cette adoption globalement de la notion. Il y a un autre élément qui vient justement de la grande distribution qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la multiplication des standards privés. Chaque finalement, on va dire, grande enseigne, en fonction de sa stratégie, de ses objectifs, va amener un nouveau cahier des charges. Et ces cahiers des charges, ils posent là, par contre, certains challenges, certains défis, notamment parce qu'ils ne sont pas harmonisés, donc ça rend un niveau en fait, de complexité supplémentaire. Ils viennent avec des coûts administratifs, de certification, certaines fois aussi avec des cibles qui ne sont pas forcément alignées avec l'état de la recherche actuelle. Si on prend la référence, par exemple, qui est l'EFSA, en termes de réglementation européenne, quand on voit que certains standards privés demandent de couper ou de diminuer par 2 les limites maximales de résidus, ça pose des questions et donc un certain nombre de complexités. Et enfin, le dernier point, je pense, vu ma question justement dans le panel précédent, c'est finalement le dernier maillon qui est en contact direct avec le consommateur. Et je pense que justement, la grande distribution a un rôle à jouer entre ce lien entre finalement la transition de l'agriculteur pour se mettre en conformité aux réglementations, les coûts que ça va engendrer, et puis une meilleure répartition le long de la chaîne de valeur, y compris finalement l'interaction avec le consommateur. Mais donc aujourd'hui, comment le COLID collabore par exemple avec la grande distribution sur ce sujet-là? Alors un peu comme aujourd'hui, c'est un des maillons sur lequel on a le moins d'impact, puisque nous, notre impact principal, c'est le maillon de l'importateur. Et l'importateur également, lui aussi, est soumis finalement un peu, on va dire, aux règles qui sont imposées par la grande distribution. Donc, on a eu l'occasion de travailler notamment avec Farm au travers de l'initiative Prétag ou des plateformes initiées par le CIRAD, la banane durable, Ecofi qu'on a vu avant. Mais aujourd'hui, justement, on voit que notre action, elle est principalement sur l'accompagnement de la mise en conformité, sur le lien avec l'importateur. Et il nous manque encore, je pense, un levier encore plus fort qui serait le contact avec la grande distribution. Merci Edouard. Donc vous mentionnez Prétag puisque vous en avez été, vous avez participé aux travaux sur Prétag, et Ludovic Temple, vous êtes chercheur au CIRAD et vous êtes notamment coordinateur d'une partie de l'initiative Prétag qui concerne les verrous et les leviers institutionnels pour la réduction des pesticides de synthèse dans les filières tropicales. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter les principaux résultats de votre travail, s'il vous plaît? Alors ce programme à l'intérieur de l'initiative, il regroupait une vingtaine de chercheurs, en sciences sociales essentiellement, et dont une dizaine principalement des jeunes chercheurs dans différents pays. Et donc les travaux ont surtout été concentrés en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Cambodge. Et donc dans ce contexte, effectivement, on a contribué à établir une matrice d'analyse de ce qu'on appelle les verrous institutionnels. Et donc cette matrice, elle différencie en ligne les niveaux. Il y a les niveaux macro-institutionnels des politiques publiques,
Il y a celui des filières, sectorielles au niveau de chaque filière qui ont certaines spécificités. Et puis, il y a celui microéconomique des agriculteurs et des entreprises. Et en colonne, il y a les différentes dimensions. Il y a des verrous institutionnels au niveau des normes, des règles, de coordination entre les acteurs. Vous avez les organisations, c'est-à-dire les formes de concertation qui structurent ces relations. Et puis, les verrous économiques. Alors, je ne vais pas présenter cette matrice. Elle est détaillée dans le rapport qui est en ligne. Je vais insister sur 2 verrous institutionnels qui sont apparus qui sont ressortis d'ailleurs de la plupart des discussions qu'on a eues. Et dont le premier, c'est celui de la réglementation, mais alors pas toute la réglementation, c'est-à-dire dans les contextes dans lesquels nous avons travaillé, c'est la dimension opérationnelle de la réglementation qui est mise en cause. On est dans des pays où des fois la réglementation elle existe, où les listes de produits interdits ne sont pas si mal que ça, et des fois il y en a 1 ou 2 qui passent au travers, mais ces réglementations elles sont en place. Par contre, les modèles économiques qui permettent de les opérationnaliser sont d'une certaine manière rencontrent des défaillances. Et donc, il y a des difficultés au comité d'homologation des produits dans ces pays-là, qui sont en charge de l'application de la réglementation, à contrôler les importations, à contrôler les stocks de produits obsolètes, à contrôler la qualité des produits, à faire les analyses de LMR qui sont recommandées sur les marchés internationaux. Tous les laboratoires ne sont pas accessibles à tous, ils n'ont pas toute la fonctionnalité voulue dans ces pays. Et donc, il y a une difficulté réelle à opérationnaliser les réglementations en place, malgré leur existence. Alors, une conséquence, parmi d'autres, c'est que, par exemple, 10 à 30% des pesticides importés dans cette région-là, sont pour la plupart de mauvaise qualité, sont parfois périmés, posent des problèmes graves de qualité. Donc, on a une part d'importation de pesticides qui perturbe le marché, qui est défaillante. Et donc, il y a un problème à ce niveau-là. Un deuxième niveau, au niveau d'opérationnalisation de la réglementation, c'est parfois l'inadaptation qu'il peut y avoir avec des normes qui ont été élaborées dans d'autres contextes, dans nos pays parfois, et qui transférées dans ces contextes-là n'ont pas toute la pertinence voulue pour pouvoir être systématisées. Bon, on peut prendre plusieurs exemples, mais l'exemple qui est souvent revenu et sur lequel on peut insister, ce sont ces normes d'homologation de nouveaux produits, de biointrants, à la fois les produits du biocontrôle ou des biostimulants. Actuellement, l'inadaptation de ces normes aux situations entrepreneuriales qui permettent de documenter l'émergence de bioproduits à partir de ressources locales est un verrou à la structuration d'écosystèmes entrepreneuriaux. C'était souligné d'ailleurs dans la discussion. Par exemple, on a de très bons résultats sur trichoderma comme biopesticides sur certaines cultures dans les centres de recherche nationaux. On n'arrive pas à passer à l'échelle et à créer des investissements. Et ça, ces situations de blocage sur les bioproduits à partir de ressources locales liées à l'inadaptation de ces normes est un deuxième verrou au niveau des réglementations. Après, on pourrait encore détailler sur d'autres formes d'inadaptation, par exemple les équipements de protection individuelle, les normes de protection individuelle qui sont parfois conçues chez nous dans les climats tropicaux n'ont pas toute l'efficacité voulue, et on pourrait continuer longuement sur ce sujet. Je préfère donner un éclairage sur un autre verrou institutionnel qui est plus porté par les politiques agricoles et alimentaires qui sont documentés par les programmes nationaux d'investissement agricole et qui, dans beaucoup de contextes, restent très focalisés par des objectifs sans doute légitimes, d'accroissement de la production par la productivité et par le meilleur accès aux intrants, avec beaucoup de dispositifs qui facilitent ces accès aux intrants, dont l'accès aux pesticides de synthèse, mais qui renseignent très peu
les mécanismes d'évolution de la protection des cultures alors je pense qu'il ne faut plus utiliser le mot alternative, on va essayer de l'éviter, mais vers une protection qui soit plus agroécologique, c'est-à-dire qui renvoie non pas à une simple substitution des pesticides de synthèse par des biopesticides, mais à un évitement du pesticide de synthèse. Et donc ces politiques, elles sont encore axées sur le modèle ancien de l'accroissement de la productivité. Je prendrai un dernier exemple pour m'arrêter là. Mais par exemple, le dernier document stratégique du FARA, 2025-2035, qui cale les grandes orientations stratégiques de la recherche agronomique sur le continent et qui est issu de l'Union africaine, et majoritairement dans cette logique de favoriser une intensification un peu ancienne, c'est-à-dire fondée principalement sur le pesticide de synthèse, avec quelques inflexions. On commence à reconnaître l'intérêt de l'agriculture de conservation, l'intérêt de l'agroforesterie, l'intérêt, et on revient aussi sur ce sujet, du biocontrôle et des nouveaux biointrants. On est inquiet dans ce document sur les impacts négatifs concernant les pollinisateurs. Alors là, sur les pollinisateurs, il y a une sorte de consensus au niveau international pour en faire vraiment, parce que le pollinisateur touche de suite au rendement agricole, donc l'effet retour est assez direct par rapport aux objectifs, il y a une certaine cohérence. Mais le renseignement on va dire, d'inflexion et de stratégie sur une protection des cultures différentes, eh bien, il est encore à construire dans ces documents de politique agricole. Je m'arrête là. Merci, merci Ludovic. Ça fait écho à ce que nous disait ce matin Denis, votre collègue, sur sortir du paradigme un problème égale une solution, et plutôt essayer de mobiliser des combinaisons de solutions pour résoudre un problème. Ça pose aussi la question de l'orientation des soutiens publics que peut-être on abordera tout à l'heure. Prenons un peu de hauteur, changeons d'échelle avec vous, Sarah Brunel. Donc vous travaillez à la FAO, à la CIPV, la Convention internationale pour la protection des végétaux. En quelques mots, peut-être nous expliquer quel est le rôle et les missions de la CIPV, et nous expliquer aussi quels sont les outils dont vous disposez pour accompagner les États vers cette transition de protection des cultures plus durable. Merci Thibaut, merci pour cette invitation à faire partie de vous pour la première fois. Et c'est vraiment un plaisir d'apporter l'information sur ce qu'est la CIPV ici, puisque ça a crucialement manqué, je crois. La Convention internationale pour la protection des végétaux, c'est donc la seule convention globale reconnue par l'Organisation mondiale du commerce pour produire des normes internationales sur les mesures phytosanitaires qui vont avoir un impact sur le commerce international. C'est-à-dire qu'au nom du risque d'un organisme nuisible, un pays va pouvoir imposer des mesures à l'entrée sur des végétaux et des produits végétaux. La CIPV a été signée par 185 pays membres, c'est-à-dire presque tous les pays du monde. Il nous en manque peu. Et ce sont donc ces NIMP, ces normes internationales sur les mesures phytosanitaires, qui régissent le commerce international. Et quand le Cambodge exporte à la Chine, ils vont se mettre autour de la table pour négocier autour des NIMP qui se retrouvent dans leur législation nationale. Votre deuxième question porte sur les outils dont nous disposons. Donc il y a un processus très participatif et inclusif qui permet de produire ou de réviser les normes, qui prend en moyenne 7 ans. Ces normes sont validées par consensus. Les pays membres se réunissent une fois par an à Rome. La prochaine commission est prévue du 9 au 13 mars au sein de la FAO à Rome. Mais une norme qui n'est pas appliquée, ce n'est qu'un bout de papier. Les outils dont nous disposons, c'est tout d'abord de la formation gratuite pour tous au travers d'un campus de la santé végétale de la CIPV. Je vous invite à aller googler, désolé pour la référence, le campus de la santé végétale de la CIPV, où vous trouverez quelques 25 guides et
plus de 12 cours en ligne gratuits en anglais et en français. Et je salue notre fructueuse collaboration avec le COLID qui a traduit nombre de ces guides et cours en français. Et nous avons également développé certains cours ensemble. Donc, notre premier axe, c'est donner une possibilité de se former gratuitement. Et nous avons développé ça avec le campus, la FAO e-Learning Academy, qui a toute une approche pédagogique de façon à ce que ces cours soient disponibles à des gens qui n'ont pas de connexion Internet ou en tout cas une connexion partielle. Ces cours sont validés par un certificat que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est la première formation phytosanitaire structurée qui est disponible sur une seule plateforme en ligne. On est assez fiers de ça et on invite tous les partenaires ici dans la salle à l'utiliser le plus possible. Donc un premier outil, et c'est cette idée que chacun est acteur de son apprentissage. Notre deuxième outil, qui a été mis en œuvre dans plus de 70 pays dans les 30 dernières années, c'est l'évaluation des capacités phytosanitaires, qu'on a abrévié par ECP, qui est un questionnaire, 13 modules, sur la législation phytosanitaire, l'organigramme, la vision et la mission et les ressources de l'Organisation nationale de protection des végétaux, qui sont nos points de contact, qui sont en charge de la santé des végétaux au niveau national, et des modules techniques. Et là, on invite autour de la table, au niveau d'un pays, toutes les parties prenantes, le secteur privé, les universités, les ONG, les gouvernements, le gouvernement, les différents ministères d'un gouvernement, pour définir leur stratégie phytosanitaire sur les 5-10 prochaines années. C'est-à-dire qu'ils s'emparent de cette problématique. Ils sont partie prenante dans la construction d'un plan, mais également travailler avec des juristes pour réviser leurs lois phytosanitaires. Et on a eu récemment le cas du Nicaragua qui, après le projet mis en œuvre avec les financements de la FAO, a passé une nouvelle loi phytosanitaire 3 mois après la fin du projet. Et là, tout le secteur privé a salué et dans l'Assemblée était vraiment enthousiaste de cette nouvelle loi. Et le Nicaragua, ayant appris le processus de révision de sa loi phytosanitaire, a révisé la loi de santé animale, la loi de sûreté alimentaire et la loi sur les semences. Donc on a vraiment engrainé tout un processus d'apprentissage. Et je veux aussi saluer notre dernier pays ayant effectué une ECP, c'est le Mali, qui nous a partagé sa stratégie et qui va la présenter lors de notre commission sur les commissions phytosanitaires. Merci beaucoup, Sarah. Édouard Lehmann, en préparant cette table ronde, vous me disiez qu'au sein du COLID, il y avait 7 personnes à temps plein pour identifier, analyser, digérer et finalement partager les évolutions de la réglementation européenne à vos adhérents. Comment expliquer un tel degré de complexité et quels outils, comment vous faites pour finalement amener de l'information concrète et entendable à vos adhérents? Alors merci, mais depuis en fait on est même 8, donc pour dire que la complexité ne fait qu'augmenter en fait dans ce domaine-là. En fait, c'est dans le cadre du programme Agrinfo, qui est financé aussi par la Commission européenne et qui a pour but justement de fournir de l'information sur tous les domaines qui touchent l'agroalimentaire. Donc ça va du domaine du packaging, ça va toucher le vivant comme le fruit et légumes, etc. Les réglementations sont complexes. Pourquoi ? Déjà, en fait, on a pu voir aujourd'hui, l'agriculture, c'est quand même quelque chose de complexe. Ça touche à plusieurs domaines. On a le commerce international, on a tout ce qui est pesticides, on va avoir ce qui est packaging, etc. Donc ça va toucher à des autorités compétentes différentes, à des directorats différents, à des organismes en fait différents au sein, par exemple, de l'Union européenne. Ce qui fait qu'en fait l'information elle est fragmentée. Donc pour quelqu'un qui connaît pas forcément comment fonctionnent finalement les registres de la Commission européenne, l'information est difficile à trouver. Donc le premier rôle finalement de ce programme Agrinfo, c'est d'agréger l'information sur une seule et même plateforme
pour pouvoir la rendre disponible. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'elle est dynamique, elle évolue rapidement dans le temps, donc aussi, il faut être capable de pouvoir absorber cette masse d'informations au fur et à mesure dans le temps. Et enfin, elle est en langage légal. On sait que finalement, les réglementations, c'est pas toujours facile à digérer et à comprendre, suivant aussi quelle est notre formation et essayer de comprendre réellement quel est l'impact concret sur la production. Donc voilà, l'objectif vraiment du programme Agrinfo, c'est sous forme d'une base de données avec une newsletter qui paraît tous les 15 jours, de fournir de l'information, donc on digère. Premier objectif, donc agrégé. Deuxième objectif, fournir l'information en temps et en heure pour être prêt, d'une part, à se mettre en conformité, mais aussi l'Union européenne, elle a un système qui est relativement aussi transparent et qui permet de commenter en fait les réglementations et de soumettre ces défis, ces problèmes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau des consultations publiques de la Commission européenne. Mais il faut savoir en fait à quel moment je peux soit fournir de la donnée ou alors soit fournir mes commentaires dans une consultation publique. Donc là aussi, on va venir informer. Et puis en fait, le dernier rôle, c'est vraiment la simplification de l'information, c'est-à-dire digestion de tous ces textes, les rendre sous forme, on appelle ça des records, c'est-à-dire un petit résumé qui dit qu'est-ce qui change, comment ça impacte potentiellement mon marché et l'agriculture, et quelques recommandations sur comment s'adapter à ces nouvelles réglementations. Et c'est toujours sous forme de 2 petits records, un qui est version courte, donc quand vous voulez aller vite, un qui est long et qui peut être téléchargeable en PDF aussi pour le partager au sein avec les collègues, etc. Donc c'est en libre accès, vous pouvez les soit charger sur la base de données, soit vous inscrire à la newsletter et l'information vous arrive tous les 15 jours. Donc, vous partagez l'information digérée, mais vous ne conseillez pas ou vous ne formez pas vos adhérents à la réglementation européenne. Comment ça se passe concrètement ? Alors là, il y a 2 mécanismes en parallèle. Donc il y a le premier qui est donc l'Agrinfo qui va donner de l'information, qui est un programme d'information qui a vocation de uniquement donner et informer les autorités compétentes, les groupements de producteurs, etc. Avec des recommandations assez succinctes de comment se mettre à niveau. Ensuite, on a les autres programmes au sein du COLID qui sont des programmes d'assistance technique dans lesquels on a 9 départements qui vont de la recherche-innovation que je représente aujourd'hui. On a l'assistance technique, la formation, l'accès au financement, le réseau et alliances, l'intelligence des marchés et réglementation et standards. À travers ces projets, nos partenaires bénéficiaires peuvent nous faire une demande d'appui sur une réglementation, sur un problème concret qu'ils vont rencontrer. Et à partir de là, justement, on va pouvoir mettre en place soit une assistance technique, soit une formation. Et entre guillemets aussi, au niveau du programme Agrinfo, on a des webinaires assez souvent pour simplifier aussi digérer de l'information réglementaire européenne. Merci Edouard. Absa, à l'échelle nationale du Sénégal, on a eu l'occasion de se rencontrer l'an dernier à Dakar pour parler des questions de fertilité des sols, et on avait pu identifier dans notre travail que l'État sénégalais était en mesure de mettre en place des politiques publiques qui allaient vers, par exemple, la subvention d'engrais organiques. Bon, on parle là de fertilité des sols, mais est-ce que ces dernières années au Sénégal, on a vu la mise en place de politiques publiques qui accompagnent les acteurs agricoles vers une protection plus durable des cultures? Merci beaucoup. Je pense que sur la partie protection des cultures, il n'y a pas de nouvelle politique. Donc c'est plutôt, déjà pour le Sénégal, on suit la législation de nos espaces communautaires, notamment l'UEMOA ou autres. Donc spécifiquement, il y a le comité du SILS qui travaille sur les pesticides, qui a une réglementation qui est appliquée au Sénégal. En termes de mécanisme de fonctionnement par rapport à cette réglementation, il y a 4 ministères aujourd'hui qui sont impliqués. Donc, il s'agisse en général du ministère de l'Agriculture avec la direction de la protection des végétaux, qui est le ministère le plus impliqué et le plus sollicité, du ministère de l'eau et de l'assainissement, justement lié à toutes ces questions de barrages
ou OMVS ou question de l'eau sur la vallée par rapport à la pollution de l'eau, le ministère de la Santé avec le service d'hygiène et le ministère de l'Environnement sur les questions de contrôle environnemental. Donc concrètement, depuis les années 2000, c'est plutôt la même réglementation qui est appliquée et qui donne notamment, donc je vais plus me focaliser sur l'ADPV, des missions qui sont à ce jour, l'ADPV, donc la Direction de la protection des végétaux, qui sont à ce jour les missions sur lesquelles elle travaille le plus, notamment veiller aux produits qui sont en train d'être importés, que ce soit des produits homologués dans la liste du SILS par exemple, que ce soit des aspects d'analyse, parce qu'il y a aussi le laboratoire Ceres Locustox, donc qui vient d'un projet justement de la FAO, qui a été également associé et intégré à cette direction-là. Donc c'est plutôt les approches aujourd'hui qui existent par rapport en termes de réglementation orientées sur les pesticides. Après il y a des plans, des programmes et d'autres éléments. Maintenant, si on le regarde d'un point de vue plus holistique, sur la question des transitions, il y a aujourd'hui plusieurs initiatives qui sont en train d'être développées sur les documents publics publiés en 2021, par exemple, avec le plan Sénégal émergent vert. L'État avait pris l'engagement de réduire de 30% l'usage des pesticides d'ici 2030. Aujourd'hui, sur la question de la transition agroécologique, en grande partie à cause de tout le mouvement social qu'il y a, que ce soit à travers la LITAES ou d'autres acteurs alliés, il y a aujourd'hui une réorientation ou en tout cas des engagements politiques qui vont dans le sens d'une meilleure intégration des questions agroécologiques, donc qui intègrent également ces questions de protection des cultures. Et très concrètement, à ce stade, au niveau du Sénégal, le processus sur lequel, les deux processus, je dirais, sur lesquels nous sommes les plus engagés, c'est des processus d'élaboration de stratégie. Ce qui veut dire que c'est pas encore des documents formalisés, mais depuis 2025, le gouvernement travaille sur une stratégie nationale de transition agroécologique au Sénégal, donc qui intègre justement ces différentes composantes de la transition, que ce soit liées aux pratiques, aux politiques ou autres, afin de pouvoir se donner une vision concrète de là où le Sénégal veut aller et les moyens qu'on se donne en termes d'atténuation et de transition, mais également une stratégie un peu plus globale qui rejoint aussi la discussion de tout à l'heure sur la question des nexus, qui est la stratégie de transition écologique, donc sobre en carbone, LTS, qui découle des accords de Paris et qui, lui, s'appuie sur 4 transitions, donc énergétique, industrielle, infrastructurelle et agroécologique, et donc qui également met un cadre aujourd'hui pour pouvoir permettre de réguler et de mettre à jour ces éléments-là. Et en dernier aussi, il y a l'association sénégalaise de normalisation justement qui a redémarré en fin d'année dernière un travail de mise à jour des textes réglementaires sur la question des pesticides. Merci, merci Absa. Alors, nous, jusqu'à présent, nous avons discuté des outils dont disposent les acteurs du changement, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Et avant de commencer à parler d'impact, je vous propose d'écouter une capsule vidéo qui a été réalisée par notre partenaire Apex Agri et je les remercie. Anaïs Rifio, directrice générale d'Apex Agri, questionne Kouatar Tachfine, directrice qualité des filières fruits et légumes des domaines du Maroc, sur l'impact de la réglementation européenne sur leurs pratiques de protection des cultures. Donc pour ceux qui l'ignorent, les domaines du Maroc, c'est un groupe marocain qui opère dans les métiers de la production agricole et agro-industrielle depuis plus de 60 ans, sur une grande quantité de filières diverses et variées. Je vous propose de les écouter. Bonjour, je suis Kouatar Tachfine, directrice qualité aux domaines agricoles sur les filières fruits et légumes. Bonjour Kouatar. Pour commencer, Kouatar, vous, les domaines agricoles du Maroc en tant que producteur-exportateur, qu'avez-vous observé au cours de ces 10-15 dernières années, on va dire, avec le durcissement des politiques européennes en matière de protection des cultures? Quel a été l'impact pour vous?
Merci Anaïs pour ta question. Aujourd'hui, quand on parle de protection des cultures, on ne parle plus du tout de la même chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans. On est face à un sujet qui se situe au croisement de plusieurs exigences, la sécurité sanitaire, les évolutions réglementaires, les attentes des marchés, les enjeux environnementaux. Le tout dans un contexte de forte pression à l'export. Si on prend un peu de recul sur les 10 dernières années, ce qui a le plus impacté nos exportations, c'est clairement le resserrement du cadre réglementaire qui a entraîné une évolution des pratiques de protection des cultures. Concrètement, cela s'est traduit par moins de solutions disponibles aux vergers. Certaines substances actives ont été restreintes, voire même retirées, ce qui a réduit directement les options pour protéger les cultures. Il y a aussi un deuxième point tout aussi structurant qui concerne les LMR, les limites maximales de résidus. Très concrètement, cela signifie que les seuils ne sont pas les mêmes selon les pays de destination. Autrement dit, un même produit cultivé dans la même façon peut donc être conforme sur un marché et non conforme sur un autre, ce qui complique fortement la gestion de l'export. À cela s'ajoutent les attentes des marchés qui se sont nettement renforcées, avec des cahiers de charges plus exigeants et de plus en plus de certifications et d'audits. Aujourd'hui, on n'évalue plus seulement le produit final, mais bien la robustesse d'un système dans son ensemble. Au final, ces évolutions ont eu 3 impacts majeurs sur l'export. D'abord, beaucoup moins de marge d'erreur technique au verger, moins d'options disponibles. Il faut être plus précis, plus préventif et surtout mieux piloté. Ensuite, une exigence très forte de traçabilité de preuves, depuis la parcelle jusqu'au lot expédié. Et enfin, un enjeu opérationnel commercial immédiat. Le moindre doute peut conduire à un blocage, voire un déclassement ou une perte de confiance du marché. Comment, du coup, tu as réussi à mettre en place ces évolutions au niveau des domaines et quels impacts ça a eu dans vos choix stratégiques et votre organisation jusqu'aux pratiques? Face à ces évolutions, la réponse des domaines agricoles s'inscrit pleinement dans son ADN. L'objectif n'est pas de subir, mais d'anticiper en investissant dans la recherche, l'expérimentation terrain, l'innovation, afin de construire une protection de nos cultures plus durable, sans compromettre la performance ni l'accès au marché. Notre approche repose sur un pilotage du verger au marché, clairement orienté risque. Concrètement, nous avons renforcé la veille réglementaire par la traduction en règles opérationnelles claires au niveau du terrain. Nous déployons également une protection intégrée basée sur davantage d'observations, d'interventions ciblées au bon moment, la rotation des modes d'action pour limiter les résistances et tout ce qui révèle de la prévention au verger comme la prophylaxie, le piégeage et des moyens physiques selon les cultures et la pression sanitaire. En parallèle, nous sécurisons la maîtrise des résidus à travers la traçabilité des applications, le respect strict des délais avant récolte et un plan de contrôle multi-résidus orienté risque et adapté aux cultures, à la saison, au marché, aux conditions climatiques. Très concrètement, nous appliquons des critères de libération de l'eau. Un lot n'est expédié que lorsqu'il est pleinement conforme aux exigences du marché visé. Et enfin, il y a les certifications et les audits qui jouent un rôle clé et très important. Ils structurent les pratiques, imposent une discipline et permettent surtout de passer à l'échelle. Merci beaucoup, Kautar, pour ce témoignage très éclairant. Et peut-être une dernière question. Ces changements, en fait, de réglementation et d'usage ont-ils eu un impact sur les réglementations au niveau du pays, au niveau du Maroc? Effectivement, il y a un impact au Maroc, mais souvent indirect. L'export sert de référence. Les exigences des marchés tirent vers le haut les pratiques. Et cela pousse progressivement à renforcer au niveau national les exigences de traçabilité, de contrôle et de bonnes pratiques. C'est dans ce contexte que le rôle des pouvoirs publics devient essentiel. Pour réussir le passage à l'échelle, il ne suffit pas d'avoir des règles. Il faut aussi de la carotte, en facilitant l'accès aux alternatives, en soutenant la recherche et le conseil agricole et en accompagnant l'investissement chez les producteurs. Et sans cet accompagnement, la transition risque de rester limitée et la compétitivité des filières peut en pâtir. Pour conclure, la protection de culture a profondément évolué sous l'effet de la réglementation et des marchés. Pour un acteur comme les domaines agricoles, la réponse repose sur l'anticipation, l'innovation et un pilotage structuré afin de concilier efficacité agronomique,
conformité et durabilité au service de la performance et de la confiance des marchés. Ça a le mérite d'être assez clair. Question simple, Édouard, qu'est-ce que vous évoquent les propos de Kauta? C'est clair, mais c'est complexe. Il y a beaucoup d'informations et en fait, je pense que ça se recroise avec les discussions qu'on a eues dans la journée ou tout à l'heure quand je parlais aussi de la multiplication des standards, la difficulté aussi d'avoir une harmonisation entre les marchés, une visibilité, on va dire, plus long terme. Les risques aussi de réputation, de blocage que ça peut entraîner si on n'est pas en conformité avec la réglementation, et donc aussi un mot qu'elle a mentionné, d'éviter de subir. En fait, c'est intéressant si on regarde les réglementations, notamment européennes, et l'évolution. Elle a mentionné aussi la diminution de la boîte à outils à disposition du producteur. Je reprenais quelques chiffres. Entre 2022 et 2024, on a 32 substances qui sont pas renouvelées au niveau européen. Donc là, on va dire, c'est plutôt parce que soit elles étaient plus intéressantes, soit elles n'étaient peut-être pas très vertueuses, on va dire, en termes environnementaux et impact sur la consommation. Par contre, on en a seulement 8 nouvelles qui sont approuvées. Le Royaume-Uni, maintenant, depuis le Brexit, a son système aussi séparé. Eux, c'est 62 qui ont été retirés et seulement 4 nouvelles qui sont approuvées. Alors, ils avaient un peu de retard parce qu'il fallait se mettre à jour après le Brexit. Mais en fait, on voit vraiment que la boîte à outils du producteur, elle diminue. Et puis, on a une lenteur, en fait, finalement, dans l'arrivée des nouvelles solutions sur le marché. Ce matin, le directeur d'M2I mentionnait une dizaine d'années. Selon les études, ça va jusqu'à 15 ans pour homologuer un nouveau produit depuis la première synthèse jusqu'à l'homologation. Et c'est 4 ans de plus qu'en 1995. On ne va pas dans la bonne direction de ce côté-là. Par contre, ce qui est assez encourageant, c'est qu'au niveau européen, en ce moment, il y a un package de mesures, notamment, qui a été mis et qui est actuellement en consultation au niveau de l'Organisation mondiale du commerce pour la simplification, notamment des procédures administratives de renouvellement des LMR et de renouvellement des pesticides. Donc, je vous invite à les regarder. L'idée, c'est un peu de réduire la charge administrative pour réorienter, on va dire, vers plus de temps pour le législateur pour s'occuper des biopesticides. C'est en tout cas comme ça que c'est présenté et ça serait en tout cas un signal qui est pertinent. Et au niveau en fait de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que très souvent dans ces changements à l'Union européenne, on a un impact, comme elle le mentionnait aussi aujourd'hui, sur les législations locales. Malheureusement, très souvent, on enlève le produit, comme ça on n'a plus de risque pour notre marché, mais on ne propose pas une alternative. Donc nous, on a essayé de travailler avec le COLID à travailler à l'homologation d'alternatives locales. Donc on a à peu près 19 produits qu'on a pu tester, valider et homologuer dans 11 pays en Afrique, dans l'idée de donner en fait aux producteurs une réponse et une boîte à outils suffisante pour faire de la lutte intégrée et s'assurer qu'on n'a pas un blocage au niveau commercial. Merci Edouard. Absa, j'ai envie de vous poser la même question qu'Anaïs a posée à Kautar. Est-ce que, alors peut-être pas au Sénégal, qui est pas le plus gros exportateur de denrées agricoles vers l'Europe, mais peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou en tout cas dans d'autres pays ouest-africains, est-ce que vous avez le sentiment d'abord que la réglementation européenne est une opportunité pour les agriculteurs, pour les producteurs, ou alors une contrainte? Et est-ce que vous qui êtes au contact et qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez pu observer ou vous avez cru observer peut-être des stratégies de contournement de cette réglementation? C'est peut-être une opportunité pour les acteurs du secteur privé, donc qui sont plus justement portés, en tout cas à l'échelle du Sahel. On a une agriculture qui est en grande partie portée par des exploitations agricoles familiales. Donc l'opportunité, ou bien en tout cas l'effet direct de ces réglementations sont plutôt ressentis par les grands exploitants, qui sont en général les organisations privées, les agrobusiness, avec en général des investisseurs étrangers. Et donc dans le cas spécifique, en tout cas sur la base de ce que j'ai pu avoir comme documentation, c'est plutôt, il n'y a pas de contournement, mais plutôt une réadaptation, dans la mesure où il y a un marché qui est déjà plus ou moins existant, et qu'il y a en général des relations directes
entre ces investisseurs-là même et les pays de l'Union européenne. Par contre, il y a une autre forme de contournement de l'autre sens, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des pesticides, en tout cas interdits, il y a une plus forte pénétration par un marché, on va dire, illicite au niveau de nos pays. Et donc, dans ce cadre-là, il y a également un effet direct maintenant vers les exploitations agricoles familiales, vers les producteurs de petites surfaces. Et on observe notamment dans des zones très frontalières comme le Vélingara ou encore dans la zone des Niayes aussi, où il y a une forte production horticole et une pénétration de produits chimiques. On voit une pénétration de ces produits-là non contrôlée. On voit également justement une forme même de commercialisation qui va parfois jusqu'au détail. Donc où il y a déjà un produit avec une molécule interdite qui vient et dans la mesure où le circuit par lequel il passe est officieux, son mode de commercialisation aussi est officieux, et on arrive à avoir des mélanges de molécules illicites qui sont commercialisées parce que jugées plus efficaces, ou bien encore des formes de commercialisation très douteuses sur des sachets ou autres pour le rendre maintenant accessible aux producteurs. Donc peut-être en termes d'impact de la réglementation ou d'effet, il y a un effet peut-être sur les privés qui sont obligés de se réajuster par rapport aux coûts de production, mais qui maintiennent en général leur marché vers l'Espagne, vers l'Angleterre ou d'autres pays. Et de l'autre côté, il y a voilà cette fragilité-là qu'on peut observer. Et sur les politiques publiques de ces pays-là, est-ce qu'on a pu observer un changement sur ces 10 dernières années? Bon, honnêtement, je ne pourrais pas m'avancer sur les politiques de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Par contre, pour les États avec lesquels on est sur... Pour la Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a eu un travail de la société civile avec la Copagène qui a beaucoup poussé pour des réformes sur l'usage des pesticides. Maintenant, je t'avoue que je ne suis pas sûr du niveau d'avancement légal. Et donc, pour les autres États qui sont membres du SILS, ils sont plutôt dans la même situation que nous, avec voilà, il y a quand même beaucoup de propositions d'alternatives qui sont faites, mais en termes de concrétisation et d'application, on reste encore à la case départ. Donc, plutôt des stratégies d'adaptation, finalement. D'accord. Sarah Brunel, une question un peu provocante, mais à l'échelle internationale, quelle méthode, à votre regard, quelle méthode est la plus efficace et apporte le plus de résultats? C'est vrai qu'on oppose parfois incitation et réglementation, et donc je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour orienter les politiques publiques de protection durable des cultures? Est-ce que c'est l'incitation ou la réglementation? Alors nous, nos interlocuteurs sont les gouvernements, les États, et je reviens à la fonction régalienne qui doit être au cœur de ces pratiques de protection des végétaux. Quand vous parlez de, comment vous l'avez formulé, législation coercitive, réglementation coercitive ou carotte, on a une incitation qui est extérieure. Nous, notre credo, c'est ce que disait la personne dans l'interview, c'est ne pas subir, c'est s'approprier sa législation, ses pratiques. Et donc, nous, notre credo, c'est bien plutôt créer une étincelle, créer une compréhension de la nécessité de mettre en œuvre une législation phytosanitaire au sein d'un pays exportateur qui va être le Sénégal, le Cambodge, le Maroc. Et à partir de là, comprenant, s'appropriant, faisant partie intégrante de la création de cette loi, ils vont eux-mêmes comprendre pourquoi des pays vers lesquels ils vont exporter vont avoir ces législations en place. Et cette loi n'est pas là pour créer des barrières non nécessaires, mais bien pour protéger le territoire du pays importateur. Et c'est de cette compréhension que va naître un dialogue, des négociations qui sont basées sur le droit international. Le droit international est le même pour tous.
et il est là pour permettre un multilatéralisme harmonieux. Donc c'est notre ligne, plus que des subventions par un pays tiers qui serait seulement partiel, qui ne permettrait pas cette réelle appropriation par le pays. Donc, d'un côté, la loi pour protéger, de l'autre côté, l'accès au marché pour inciter. Est-ce qu'on pourrait résumer ça un peu comme ça? Voilà, la carotte, ce serait le bénéfice du commerce international par l'accès au marché et les dividendes et le PIB qui augmenterait par l'action du producteur et de toute la chaîne de production par un mécanisme naturel d'accès au marché, en effet. Merci, merci Sarah. Une dernière question peut-être avant de prendre les questions du public pour vous, Ludovic Temple. Donc, vous avez récemment travaillé avec Bruel Tchofouo et mon collègue Abdoul Tapsoba sur la question des soutiens publics destinés à la protection des cultures. Et vous parlez dans cette étude, je cite, d'opacité structurelle qui finit par rendre difficile le traçage de ces soutiens publics. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Alors, oui, je confirme d'ailleurs qu'un des points d'inflexion des politiques publiques, c'est les cadres juridiques, quelque part. Hein, il y a des grands changements, par exemple, sur la reconnaissance de l'agriculture biologique. Le Cameroun a institué sa dernière loi, donc sur ce plan-là, il y a un certain nombre d'évolutions notables. Sur les dynamiques de soutien et les politiques de soutien à l'agroécologie, il y a un certain nombre d'investissements qui sont portés par les coopérations internationales, hein, par l'Union européenne, qui soutient un certain nombre de projets de recherche au niveau d'Horizon 2020, au niveau des DESIRA. Il y a un certain nombre de soutiens aussi qui sont apportés par les coopérations bilatérales. L'AFD en porte un certain nombre. Ce matin, on a vu une vidéo sur le bananier plantain. Et donc, il y a un certain nombre il y a eu un programme avec la CEDEAO sur l'agroécologie. Donc, il y a un certain nombre de soutiens également les Belges. Hein, leur soutien plutôt sur les biointrants. Et chaque coopération a la GTZ plutôt sur l'agriculture biologique. Donc, il y a toute une dynamique quand même de contribution à solidifier des situations d'agroécologie. Quand on interroge les politiques de soutien portées par les États, c'est là qu'on est un peu plus surpris, et c'est là qu'on a rencontré des situations contradictoires, notamment au niveau des politiques fiscales. Hein. Dans la plupart de ces pays, on a supprimé les taxes, la TVA sur les pesticides a été supprimée, ou elle a été réduite au minimum. Les droits de douane ont été réduits au minimum sur les importations de pesticides. L'ensemble des dispositifs fiscaux qui touchent les usages de pesticides de synthèse sont tous en marche arrière. La conséquence un petit peu de ça, c'est un graphique qui vous a été présenté ce matin, c'est que le prix des pesticides a chuté de 40% depuis les années 90 en valeur réelle. Et donc ça, c'est une alerte, parce que autant ces pesticides, tout ce matin, on a parlé de leur coût caché, de leur coût pour la santé, de leur coût pour la biodiversité, et puis leur prix, il baisse. Il baisse de manière drastique et dans le long terme. Donc on peut comprendre que quand on met les agriculteurs face à des choix technologiques, vous testez des alternatives sur lesquelles il faut investir et sur lesquelles on a une certaine dose d'incertitude, avec des technologies basées sur des intrants dont le prix baisse, ben, leur choix est assez vite résumé. Hein. Alors, il y a une sorte de situation très contradictoire sur le plan sur ce plan-là. Lorsqu'on a voulu, donc avec les travaux notamment de Gérard Delapé, là, qui a présenté ce matin, rentrer dans la quantification de ces coûts cachés, c'est-à-dire se rendre compte, eh bien finalement, ces subventions qui sont apportées aux pesticides, eh bien ça pèse combien dans les budgets publics? Et finalement, comment on peut informer le responsable politique de la prise de conscience de ce qu'il perd en subventionnant de manière indirecte, sans s'en rendre compte,
une technologie donnée, ce qui crée donc une asymétrie de compétitivité technologique avec les technologies alternatives. Hein. Et donc, lorsqu'on a voulu tracer, pour répondre à la question, et chiffrer ces données, c'est là qu'on a rencontré cette opacité qui est liée au fait que, eh bien, le terme de pesticide n'est pas vraiment employé dans les programmes, dans les différents programmes de soutien. Même le terme de produit phytosanitaire est en train de disparaître. On utilise le terme global d'intrants. On va parler de services d'accompagnement, on va parler de services qualité, on va parler... Mais les soutiens qui sont apportés aux pesticides de synthèse sont dilués derrière tout un lexique qui rend très difficile... Alors c'est une des premières difficultés. Une des deuxièmes difficultés, elle est sur la multiplication des guichets. Hein, autant à l'intérieur d'un État qu'à l'extérieur, vous avez une multiplicité de ces guichets qui distribuent des soutiens, et donc souvent vous avez aussi des duplications, hein, des guichets qui vont donner les mêmes aides, mais sur des conditionnalités différentes. Et donc vous avez cette multiplicité qui crée une deuxième source de difficulté. Et puis la troisième difficulté, c'est celle de pouvoir qualifier les soutiens indirects. Hein. Vous avez un certain nombre, dans les structures de recherche agronomique, un certain nombre de programmes de recherche qui sont encore focalisés sur l'optimisation d'usage, de l'efficacité d'usage du pesticide de synthèse. Et ça, c'est un soutien indirect. Hein. C'est pas un soutien à la recherche d'alternatives qui vont mettre le pesticide de synthèse comme ultime recours. Ils le mettent en premier recours. Donc finalement, à l'intérieur d'un certain nombre d'investissements, l'émergence d'investissements qui documentent réellement un changement de paradigme dans le passage du pesticide sur le dernier recours et plus sur le premier recours, eh bien, ils sont très difficiles à identifier, et les situations que l'on observe, c'est plutôt du dernier recours. Hein. Les situations indirectes, quand on a des gros programmes de formation à l'optimisation des usages des pesticides existants, ils ne renseignent pas l'émergence de la prophylaxie, l'émergence des investissements sur les systèmes d'épidémiosurveillance, toutes les alternatives que l'on a pu qualifier ce matin, et qui sont pourtant des perspectives permettant d'aller vers une protection des cultures qui soit différente et qui tienne compte que le prix des pesticides actuels ne rend pas compte de son coût sociétal. Donc on pourrait imaginer, parce qu'on en a parlé plus tôt dans la journée, du partage de ce risque financier, on pourrait imaginer qu'une réorientation de ces soutiens publics vers des pratiques de protection des cultures alternatives ou plus durables pourrait participer à faciliter la transition vers ces pratiques-là. Oui, il y a... Bon, d'abord, il y a des demandes dans ces différents pays pour aller dans ce sens-là. Elles arrivent parfois des ministères de l'Environnement, du ministère de la Santé, pas toujours du ministère de l'Agriculture, mais elles arrivent parfois par les autres ministères, et donc il y a des demandes sociétales pour aller dans ces trajectoires-là. Les dames qui sont passées avec nous tout à l'heure qui disaient aussi les demandes sociétales des associations, et donc une prise de conscience sur le besoin d'aller vers une protection des cultures différentes, donc il y a une demande. Ensuite, comment on peut aller vers une plus grande institutionnalisation de l'agroécologie à partir de l'accompagnement des politiques en place, et en endogénéisant et non plus en passant systématiquement par des financements extérieurs. C'est le grand enjeu de la décennie qui arrive. Et ça passera très probablement par une révision des politiques fiscales actuelles. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, on a supprimé les taxations sur les pesticides à l'import. Eh bien, rétablissons-les, et avec ces ressources, finançons les dispositifs d'épidémiosurveillance dont on a besoin, et les infrastructures de l'agroécologie pour aller vers une autre protection des cultures. Et donc, rétablissons une fiscalité défavorable aux pesticides de synthèse pour établir un pontage avec le financement, les besoins de financement de l'agroécologie, de ces infrastructures. Donc oui, il y a des possibilités à faire. Après, comment elles peuvent se construire? Mais ça, c'est sa génération à lui.
et qui va devoir, dans les évolutions politiques à venir, accompagner les acteurs politiques dans des évolutions structurelles au niveau des programmes nationaux d'investissement. Parce que tant qu'on n'est pas rentré dans la modification du financement public au niveau de l'investissement, on peut parler encore longtemps. Merci Ludovic. Et je me tourne donc vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une main qui se lève ici. 2. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé financement des transitions à travers des politiques publiques ou des politiques réglementaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, pourrait également être un levier de financement des transitions? RSE porté par l'agroalimentaire, RSE porté par la grande distribution ou RSE porté par les institutions bancaires. Et une deuxième question rapidement, on a beaucoup parlé, Madame Brunel a parlé de multilatéralisme harmonieux et de droit international. À une époque, on est a priori plutôt dans un bilatéralisme. Est-ce que on pourra observer à terme un retour justement du multilatéralisme harmonieux? Sarah, je vous en prie. Oui, je vais commencer par répondre à la première question, ou en tout cas donner des éléments, parce que j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que la CIPV a mis en œuvre la solution ePhyto. Chaque marchandise, végétaux ou produit végétal qui circule en commerce international doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire. Et cela a toujours été sous format papier. Et bonne nouvelle, nous avons inventé le format digital qui permet de ne plus avoir de fraude, de ne plus avoir d'attente au port, donc on réduit les temps et du coup de réduire les coûts. C'est quelque chose d'assez phénoménal puisque si je prends l'exemple de l'Équateur, en passant à la solution ePhyto sur 3 marchandises, alors bien entendu, l'Équateur est un très très gros producteur. On n'a pas ce cas de production pour tous les pays, mais sur seulement 3 marchandises, ils ont réussi à avoir une économie de quelque chose comme 7 millions d'euros par an. Et ça, c'est le secteur privé qui enregistre ces bénéfices. Et l'ONPV, l'Organisation nationale de protection des végétaux, a pu économiser l'équivalent de 7 travailleurs pour ne plus remplir les certificats. Là, il y a éventuellement une source de fonds qui se libère pour le financement des transitions. Ça, c'est 1. 2, sur ce que nous réserve le futur en termes de multilatéralisme et bilatéralisme, je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, je nous invite tous à tenir fermement sur l'idée d'un multilatéralisme harmonieux, à maintenir les financements de vos pays aux institutions internationales que sont la FAO et à suivre les recommandations et les textes de l'Organisation mondiale du commerce pour résister et garder ce multilatéralisme bien vivant. Merci. S'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas, sinon on peut prendre une autre question. Sur la RSE, il y a une controverse sur la RSE. Pour un certain nombre de mes collègues, la RSE peut n'être que du greenwashing et habiller des changements mineurs des grandes multinationales, alors que de manière dominante, elles ne vont pas changer la logique. Mais il peut y avoir des situations positives de la RSE. Par exemple, actuellement au Cameroun, le ministère de l'Environnement s'est intéressé au cahier des charges RSE et interpelle les entreprises de temps en temps en leur disant « mais est-ce que vous suivez ces cahiers des charges qui ont été mis en place et qui finalement donnent des points de repère sur un certain nombre de choses ?» Et donc les cahiers des charges RSE ont quand même une certaine utilité pour créer du débat et pour créer de l'interaction entre acteurs publics et grands acteurs privés dans des contextes de fragilisation des institutions
ils ont cette fonction et une certaine utilité à ce niveau-là. Ils ont aussi une utilité pour les grandes firmes, pour aussi explorer des frontières de changement technologiques qui ne sont pas guidés par les objectifs principaux qui sont ceux d'une entreprise, maximiser le taux de profit, hein, de manière logique. Moi, je voulais aussi rejoindre en fait ce que dit Ludovic. Effectivement, la partie RSE, elle amène justement toute une réflexion, une remise en cause des pratiques, etc. Dans la partie RSE, il y a la partie aussi sociale, donc finalement. Par contre, il y a des éléments qu'on voit apparaître avec nos partenaires bénéficiaires. On voit que dans l'agriculture, on n'est pas toujours dans le milieu formel. Pour répondre aux objectifs de ces RSE, il faut de la donnée. Il faut pouvoir en fait atteindre. Donc très souvent, les entreprises vont avoir leurs objectifs chiffrés et puis elles vont essayer d'avoir et d'atteindre. Et la question se pose en fait avec déjà du premier temps, quand la donnée n'est pas existante, est-ce que qui va payer en fait pour la générer, pour la collecter? Et l'autre point qui est justement l'impact social qui est un peu pervers qu'on voit, c'est que dans certains cas, il y a un détournement de certaines filières ou alors de certains producteurs, enfin de la part des grandes entreprises, parce qu'elles vont dire la donnée n'est pas disponible, ça rentre pas dans mes cases, je peux pas les remplir. Et donc là, sur le côté social, on va avoir un impact socio-économique sur une filière qui permettait d'être un revenu, une source de revenus financiers pour toute une population ou toute une filière qui peuvent disparaître. Donc nous, c'est un élément sur lequel on a un petit peu peur dans ces on va dire, réglementations internationales de responsabilité sociale et environnementale, c'est d'où vient la donnée et quel est l'impact si elle n'est pas disponible. Pareil sur les impacts carbone, si quelqu'un n'est pas capable de produire son impact carbone, ou est-ce qu'il est différent, est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'accompagne au développement? Donc est-ce que ça va nous amener dans une bonne direction? Un peu compliqué des fois à lire. Merci. Une autre question peut-être? On peut peut-être essayer de prendre deux questions en même temps, comme ça on répond en bloc. D'accord. Alors moi, je voudrais revenir sur un point soulevé par Ludovic Temple, sur le fait que les politiques agricoles et alimentaires en Afrique pourraient constituer un levier institutionnel à la diffusion de nouvelles pratiques plus agroécologiques en matière de nouvelles pratiques en matière de protection des végétaux. Alors c'est quand même un peu perturbant de dire les choses comme ça, mais je reconnais effectivement exonération de TVA, abaissement des tarifs douaniers au seuil minimal sur les intrants, y compris les pesticides de synthèse. Mais est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Est-ce que au fond derrière c'est pas juste la question du soutien à l'agriculture dans ces pays à faible revenu et plus précisément des modalités du soutien à l'agriculture. Et là aussi, c'est une question ancienne. On sait que ces pays ont de tout temps privilégié les politiques de prix. C'est beaucoup plus facile de jouer sur les prix et les prix des produits et notamment là en l'occurrence les prix des intrants importés. Il est facile là de cibler les 3 à 4 importateurs de ces produits et de les amener à baisser le prix à travers des subventions. Et à travers ça, on peut dire qu'on participe à la protection, au soutien de son secteur agricole. Par contre, s'il s'agit maintenant de soutenir de nouvelles pratiques, comment on fait? Et ces nouvelles pratiques d'ailleurs qui sont plus ou moins bien définies, comment fait-on? Est-ce qu'on va sur le terrain? Même s'il s'agit de subventionner des produits, je connais mal les termes, hein, mais des produits plus biologiques, des pesticides biologiques, produits localement. Là aussi, comment fait-on si ça relève si ce sont des produits faits localement à petite échelle? Comment on cible ça? Comment on cible ces producteurs et comment on aide à la diffusion? Donc,
nous, dans nos économies, c'est assez facile. Bon, on va répondre à ça en faisant de l'aide directe à l'exploitation. Mais voilà, j'ai peur que derrière tout ça, ce soit juste, enfin peut-être pas juste, mais en grande partie un problème de comment fait-on pour soutenir une agriculture, enfin pour soutenir 70% de la population qui est engagée dans l'agriculture et une agriculture informelle, si on ne touche pas au prix de ces produits importés et qui sont, entre autres, des intrants de synthèse. Merci pour cette première question. J'espère que vous avez bien retenu. Vous voulez répondre Oui. Si je voulais vous répondre comme on a répondu avec Prétag, eh bien, je prendrais votre question, je réunirais les acteurs publics de ces pays-là, comme on l'a fait dans les 3 pays. On poserait la question et on vous répondrait collectivement, et je ne vous répondrai pas moi. Mais là, je vais essayer de répondre de manière différente, puisque j'ai pas le choix. Et donc, j'ai pas parlé de subvention, moi, à l'agroécologie. Hein. Il s'agit pas de subvention. Il s'agit d'investir sur des infrastructures. C'est-à-dire que les systèmes d'épidémosurveillance, qui sont, par exemple, un des vecteurs, ça impose d'avoir des dispositifs au niveau des centres nationaux de recherche, des ressources. Et donc, ce sont des investissements hein, dans des nouvelles infrastructures et qui permettent par exemple, qui permet de documenter des systèmes d'information qui vont renseigner comment mobiliser les bioagresseurs, des stations climatiques. Donc, un tas d'éléments qui ont été caractérisés par Christian Hugues ce matin et que je reprendrai pas. Mais on a besoin, à ce niveau-là, effectivement, que les États s'engagent, que les politiques s'engagent dans ces infrastructures, parce que les laboratoires d'analyse, j'ai oublié un des principaux, hein, si vous ne pouvez pas analyser finalement les résidus, vous avez du mal à contrôler les importations de produits à bas coût qui viennent détruire les marchés pour les biointrants. Donc là aussi, hein, donc ce sont des investissements en termes d'infrastructures. Le deuxième point, c'est la création d'écosystèmes entrepreneuriaux qui vont permettre aux PME de ces pays-là d'investir dans ces trajectoires-là. Nous, on a des bons résultats hein, avec les recherches nationales. Vous avez un numéro technologie innovation qui en fait état d'ailleurs, qui est en cours. On a des très bons résultats sur les paramétrages des effets sur les rendements, sur les effets économiques même. Et donc, ce qui manque, c'est les dynamiques entrepreneuriales et les mécanismes de financement qui soient adaptés à ces dynamiques entrepreneuriales et qui sont capables de prendre des risques sur ces secteurs-là. Et la microfinance, avec tout le respect que j'ai pour la microfinance, pour s'engager dans l'investissement à risque sur des investissements productifs, elle patine quand même. Donc, à un moment donné, les fonctionnalités des banques de développement dans le soutien à ces écosystèmes, on a un trou dans la raquette là. Hein. Et donc dans le capital risque, permettant l'émergence de ces écosystèmes. Les latino-américains, ils sont allés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite sur la question. Hein. Si vous voyez la densité de biofabriques qu'il y a dans ce contexte-là, ça donne l'idée de ce que ça pourrait être. Il y a 2 autres choses, je m'arrêterai là. En quelques mots. Des besoins d'investissement dans le renforcement des capacités. Mais ça a été déjà c'est bien documenté par les organisations de société civile, la coopération, mais on a besoin de renouveler surtout l'enseignement académique dans la protection des cultures. Hein. Donc ça, c'est un investissement lourd. La révision de tous les masters de protection des cultures pour qu'ils renseignent davantage la manière dont on peut changer d'alternative. Et puis enfin, un des blocages au niveau des agriculteurs dans l'investissement sur ces nouvelles pratiques, on en a parlé déjà beaucoup, c'est l'aversion au risque. On est face à des agriculteurs en situation de forte précarité. L'aversion au risque est très forte, surtout dans des contextes où la façon dont vous pouvez assurer votre sécurité sociale, elle passe par des circuits de solidarité, et donc l'essentiel de votre trésorerie, vous la réservez à ces circuits-là, donc vous avez du mal à investir dans des choses qui représentent des risques. Donc, comment le système bancaire permettrait de tout d'un coup de mutualiser certains risques pour aller vers ces trajectoires-là. Bon,
Mais je n'ai pas parlé de subventions à l'agroécologie. Merci Ludovic. Absa, vous vouliez réagir aussi? Juste un petit commentaire en complément, justement, par rapport à, parce Ludovic, il a parlé d'institutionnalisation de l'agroécologie, et je vois déjà qu'il a donné quelques exemples, notamment par rapport au PME. Mais aujourd'hui, justement, au regard des défis du secteur agro-sylvopastoral alimentaire en général, en tout cas, si je prends le cas de nos pays, on a aujourd'hui assez d'éléments pour pouvoir remettre en question l'architecture et les orientations de ces politiques-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'institutionnalisation de l'agroécologie, justement, c'est d'avoir une opportunité ou bien d'avoir une alternative, une solution qui permettrait de pouvoir repenser l'architecture du système alimentaire en termes d'accompagnement politique. Donc, en mon sens, selon ma lecture de sa proposition, ce serait plutôt aujourd'hui de permettre, par exemple, à nos gouvernements d'avoir une orientation, une vision claire de là où on veut aller en termes de transition agroécologique, de pouvoir justement prendre en compte les opportunités qui existent sur l'ensemble des secteurs, que ce soit sur l'enseignement à travers des curricula développés, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou le commerce à travers, même sur la question des subventions aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, on a une subvention des engrais organiques. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la majorité de ces firmes qui subventionnent l'engrais organique restent encore des firmes étrangères. À travers une institutionnalisation de l'agroécologie, l'idée est de pouvoir avoir un cadre qui facilite déjà le développement d'entrepreneurs, de PME, de production d'intrants organiques au niveau local, de pouvoir, il y a des réflexions aujourd'hui sur même la normalisation de la même manière qu'on a le système participatif de garantie sur les produits agroécologiques, d'avoir un modèle identique pour les productions d'engrais organiques, au moins pour régler déjà la question au niveau local. Et à notre avis, en termes d'alternatives ou de solutions qu'on pourrait proposer, une institutionnalisation de l'agroécologie au sein des politiques publiques permettrait de pouvoir justement régler et fédérer ces enjeux-là. Merci Absa. Une toute dernière question du côté d'Élodie, je crois là-haut. Merci beaucoup. Merci. Mariam Omrani, donc, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'avais une petite question qui s'adressait peut-être plus à Madame Bodge et Monsieur Temple. On parle beaucoup d'agroécologie depuis ce matin. Je voulais revenir sur en particulier la notion d'innovation agroécologique, que je trouve très intéressante puisqu'elle offre un espace vraiment de concertation entre la science et les savoirs traditionnels et locaux qu'on n'a pas encore forcément beaucoup effleuré aujourd'hui en termes de notions. Je voulais savoir comment vous approchiez cet espace d'interface, en particulier avec les organisations de producteurs. Donc voilà, enfin, c'est peut-être une manière quelque part d'approcher aussi la carotte que de parler de ces espaces en fait de concertation entre la science et donc les savoirs traditionnels portés par ces populations locales. Et donc je voulais savoir si vous aviez des exemples concrets à apporter en termes de protection intégrée des cultures sur cet espace d'interface en particulier. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, déjà sur cette interface des savoirs, si je prends nous notre cas au niveau du Sénégal avec la DITAES, aujourd'hui, depuis la création, d'ailleurs, on travaille sur une approche bottom-up en travaillant à une territorialisation de notre démarche à travers aujourd'hui la mise en place des DITAEL, donc qui sont juste les émanations locales de la DITAES au niveau de territoire. Donc l'intérêt, par exemple, d'avoir cette approche-là, c'est déjà de pouvoir d'être le plus proche possible des acteurs du territoire et de pouvoir travailler à cette co-construction de savoir. Donc aujourd'hui, au niveau des DITAEL, qui regroupent aussi la même diversité d'acteurs, on arrive à faire cette confrontation de connaissances endogènes, empiriques et des résultats de recherche. Et mieux, entre les membres de la DITAES et des DITAEL, on arrive aujourd'hui à co-construire des solutions en s'appuyant sur des connaissances locales. En termes d'exemples concrets, parce qu'au niveau de la DITAES, nos membres aujourd'hui se fédèrent autour de projets. Il y a une initiative qui est portée par 3 membres de la DITAES, par exemple, à savoir la FENAB, Endapronat et Agricole, qui aujourd'hui travaillent à un centre de connaissances agroécologiques
donc qui est un pôle de connaissances à l'échelle de l'Union africaine, avec des démembrements en Afrique de l'Ouest, et nous pilotons la partie Afrique de l'Ouest. Donc l'idée de ce programme-là et le travail qui est en train d'être fait depuis maintenant 4 ans est une manifestation concrète de ce que vous dites, dans la mesure où sur les connaissances endogènes, il y a déjà la reconnaissance, donc il y a l'identification de solutions innovantes agroécologiques, innovantes peut-être dans le sens de on vient de les découvrir, mais pas forcément innovantes à l'échelle locale parce que c'est des approches et des pratiques qui sont connues. Mais il y a aujourd'hui ce travail-là de les identifier, de pouvoir avoir une validation communautaire de la pratique par rapport aux acteurs de ces territoires-là, de pouvoir à la suite les confronter avec un comité donc assez multi-acteurs constitué de chercheurs ou d'acteurs endogènes, afin de pouvoir à la fin produire des produits de connaissances sur ces pratiques-là qui sont aujourd'hui disponibles d'ailleurs sur Internet, sur une plateforme ouverte et qui permettent d'avoir ça. Et donc c'est traduit en produits de connaissances aussi très digestes par des bandes dessinées, des vidéos ou autres. Et donc ça, par exemple, en termes d'exemple concret, c'est une manière aujourd'hui de collaboration entre ces différents savoirs-là. Il y a d'autres cas avec des programmes et projets qui sont déroulés régulièrement. Et juste pour terminer, ces éléments-là, au-delà de renforcer la panoplie de solutions, en tout cas, ou bien d'innovations qui existent, permettent aussi justement de documenter davantage de réussites ou d'échecs au niveau des initiatives qui permettent de mieux travailler à une mise à l'échelle d'une part, et d'autre part de mieux travailler à ce dialogue politique aussi multi-acteurs sur lequel nous travaillons, que ce soit au niveau national, local ou international, en réunissant ces preuves-là de ces acteurs. Merci Absa. En je quelques mots, compléterai vraiment, juste Ludovic. rapidement. Merci. Et donc juste un complément à la définition qu'elle vous a proposée, que je partage, mais donc des processus de co-construction coopératifs, je préférerais que collaboratifs, qui vont mettre en œuvre les principes de l'agroécologie dans le changement technique, et dans ces principes qui vont bien référencer un des principes qui est celui de la réduction des pesticides de synthèse. Parce que vous pouvez avoir des transformations agroécologiques qui le mettent complètement en opacité, hein, et donc qui ne sont pas reliables à la protection des cultures. Donc il s'agit d'avoir des transformations agroécologiques qui soient reliables de manière explicite à la protection des cultures. Et c'est pas tout à fait évident. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous et à toutes.